Je vais insister sur un point. Jusqu'à maintenant, on peut avoir un peu l'impression que finalement l'intimité c'est formidable et qu'il faut apprendre à la respecter chez les autres, il faut apprendre à la cultiver chez soi et que tout ça finalement c'est une affaire de meilleure compréhension et de meilleure connaissance réciproque ou de meilleur respect de l'autre. Alors je vais essayer de vous montrer que en fait tout ne se résout pas de cette manière-là. Parce que notre désir d'intimité, qui est bien légitime, il est constamment menacé par deux autres désirs. Il est d'abord menacé par le désir de nous montrer, et des fois, on s'aperçoit après coup qu'on s'est un peu trop montré, un peu trop révélé, un peu trop exposé. On a été soi-même la cause de la menace qui va ensuite peser sur notre intimité. Et donc, ce désir de se montrer, c'est ce que j'appelle le désir d'extimité. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Et puis, l'autre désir qui menace notre intimité, c'est le désir d'emprise. C'est le désir de contrôler. Nous avons tous un désir de contrôler notre environnement, contrôler notre chambre, notre appartement, notre chambre à coucher, l'organiser à notre goût, contrôler notre environnement, contrôler nos enfants, contrôler notre conjoint, notre conjointe. Nous avons tous ce désir de contrôler le mieux possible ce qui se passe autour de nous parce que ça nous rassure. Et ça, c'est aussi une grave menace sur l'intimité. Donc vous allez voir qu'en fait, l'intimité, elle est menacée par deux désirs, le désir d'extimité et le désir d'emprise. Alors tout d'abord, quelques mots sur la définition de l'intimité. Je vais un petit peu compléter ce qui a été dit. L'intimité, pour moi, elle se définit par rapport à ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire qu'elle se définit par rapport à l'espace public, par rapport à l'espace privé. Vous avez toujours les trois, espace intime, espace public, espace privé. Pourquoi c'est important de prendre en compte ces trois espaces? Parce que selon les époques, la limite va être placée, le curseur va être placé à des endroits différents. Ce qui va être public à une époque va être privé ou intime à une autre, et ainsi de suite. Mais l'important, c'est que l'être humain a toujours besoin de ces trois espaces, public, privé, intime. Alors l'espace public, c'est ce qu'on montre à tout le monde, ce qui est public, comme son nom l'indique. Ce qui est privé, c'est ce qu'on choisit de montrer à quelques-uns. En général, c'est l'espace de la famille qui est privé. Et puis ce qui est intime, c'est plus compliqué parce que c'est ce qu'on peut garder pour soi, c'est ce qu'on peut partager avec une personne très privilégiée, partager son intimité, comme on dit, mais ça peut être aussi ce qu'on ignore soi-même sur soi. Et d'ailleurs, on sait qu'en psychologie, il y a une forme d'intervention du thérapeute, très mauvais thérapeute d'ailleurs, qu'on appelle l'interprétation sauvage. C'est quand on confronte quelqu'un brutalement à quelque chose qu'il ignore sur lui-même et qu'il n'a pas envie de connaître. C'est ravageur. Donc le respect de l'intimité pour un psychothérapeute, c'est aussi pas exposer quelqu'un à des choses sur lui qu'il n'a pas envie de connaître. Donc vous voyez que ça fait aussi partie de l'intimité, ces choses qu'on n'a pas envie de savoir sur soi, qu'on peut pressentir ou qu'on peut ignorer. Et bien ma foi, c'est aussi un droit à respecter. Alors il faut comprendre que ces trois espaces publics, privés, intimes, eh bien les gens qu'il y a autour de moi s'en portent garant, c'est-à-dire qu'en fait tout va fonctionner dans l'intersubjectivité, dans les liens réciproques. Et on le voit très bien dans les familles, la meilleure manière pour que l'enfant respecte l'intimité des parents, c'est d'abord que les parents respectent l'intimité de l'enfant. Quand les parents respectent l'espace d'intimité de l'enfant, déjà le placard où il range ses petits objets, pas aller voir forcément ce qu'il y a mis, respecter les moments où il s'enferme dans sa chambre, frapper avant d'entrer, lorsque le jeune va sur Internet, pas aller voir dans son dos ce qu'il a fait, mais plutôt mettre un logiciel de contrôle parental et en parler avec lui, mais pas aller voir dans son dos ce qu'il a fait. Si vous découvrez quelque chose qui ne vous plaît pas, comment vous allez faire pour lui en parler? Vous n'aurez aucun moyen, parce que si vous lui en parlez, ça sera lui dire, écoute, ça fait des mois qu'on va voir dans ton dos, et puis voilà ce qu'on a trouvé. Donc, vous voyez, le contrat de confiance est cassé. Donc, il faut comprendre que la meilleure manière pour que nos enfants, nos proches, nos conjoints respectent notre intimité, c'est d'abord de respecter la leur. Tout ça fonctionne en boucle de rétroaction. Alors, quelques mots maintenant sur le désir d'extimité. Désir d'extimité, donc c'est quoi? C'est tout simplement le désir de montrer certaines parties de son intimité à d'autres. Alors, c'est différent de l'exhibitionnisme parce que dans l'exhibitionnisme, l'exhibitionniste ne montre que des parties de lui-même dont il connaît la valeur. L'exhibitionniste, c'est un peu un cabotin répétitif. Si quelqu'un a trouvé une plaisanterie qui fait toujours rire, il va la répéter constamment. Alors là, c'est de l'exhibitionnisme. Si une personne a trouvé, ma foi, qu'elle a une partie de son anatomie avantageuse, elle va la mettre constamment en avant. C'est de l'exhibitionnisme. Et vous voyez, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de surprise. Au contraire, tout est fait pour qu'on aille en terrain connu.
Mais le désir d'extimité, c'est autre chose. C'est ce mouvement qui pousse à montrer des parties de soi dont on ignore encore la valeur, de façon à être confirmé dans le fait que ça a effectivement un intérêt. Par exemple, si j'écris toujours des poèmes en cachette, un jour je vais les montrer à quelqu'un, ben c'est le désir d'extimité qui me pousse à montrer mes poèmes pour avoir un retour sur moi. Même chose pour mon anatomie, j'ai une salle de bain qui ferme à clé, je suis adolescent, j'ai une salle de bain qui ferme à clé, mon désir d'intimité est satisfait, mais il y a un moment où me regarder nu devant mon miroir ne me suffira pas, je vais avoir envie de me montrer à quelqu'un. Et donc c'est à ce moment-là, je montrerai tout ou partie de mon anatomie, mais en tout cas, vous voyez, c'est le désir de montrer à autrui une partie de moi pour me valoriser. Alors vous voyez que le désir d'intimité et le désir d'extimité ont un point commun, c'est l'estime de soi. Il faut absolument qu'une personne ait un espace d'intimité pour commencer à construire l'estime d'elle-même. Si vous empêchez un enfant d'avoir un espace d'intimité, il ne pourra pas construire l'estime de lui-même. Il sera toujours dévalorisé par rapport à ses propres yeux. Il aura l'impression d'avoir aucune valeur, hein, d'être une vraie merde, excusez-moi l'expression. Donc, avoir un espace d'intimité est essentiel pour commencer à construire l'estime de soi. Mais quand l'estime de soi a été installée grâce à l'espace d'intimité, eh bien, il est important qu'il y ait un espace d'extimité, hein, où on puisse se montrer aux autres, à d'autres qu'on choisit, pour continuer à construire l'estime de soi. Alors, tel que je vous le décris là, ben, ça fonctionne, mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas toujours aussi bien sûr. Et alors aujourd'hui, ça fonctionne notamment pas bien parce qu'il est apparu une nouvelle manière de se montrer qui est l'Internet ou qui est les photos qu'on prend de soi avec son téléphone mobile. Et l'Internet aujourd'hui est une vaste menace sur l'intimité, hein, pas seulement pour les enfants, les adolescents, aussi pour les adultes. Beaucoup de gens mettent des renseignements intimes sur Internet, alors que, bon, vous avez peut-être suivi l'actualité, la Commission nationale informatique et liberté, la fameuse CNIL, hein, invite à une extrême prudence. Tout ce que vous pouvez mettre sur Internet peut tomber dans le domaine public. Il faudrait écrire au-dessus de tous les ordinateurs, tout ce que j'inscris ici peut tomber dans le domaine public. Donc ça nous concerne tous, mais ça concerne particulièrement les enfants, les adolescents, et je dirais ça les concerne particulièrement parce que souvent la distinction entre intime et public est mal posée chez eux. Alors pourquoi? Aujourd'hui, la plupart des enfants vivent dans des appartements où les toilettes ferment à clé ou dans des institutions où les salles de bain ferment à clé. Donc pourquoi est-ce que les repères intimes publics ont tellement de difficultés à se poser chez eux? Eh bien, à cause entre autres de la télé-réalité, et aussi à cause d'Internet. Aujourd'hui, la télévision, l'Internet brouille constamment les repères entre sphère intime et sphère publique, et ces repères ne sont plus posés, hein, chez beaucoup de jeunes. Et alors, du coup, ben, le risque, c'est évidemment qu'ils se surexposent, hein. Et moi, régulièrement, je suis saisi par des établissements scolaires dans lesquels une adolescente a été photographiée nue par son petit copain, puis l'image s'est retrouvée dans tout l'établissement, voire sur Internet, ou alors c'est elle-même qui a photographié une partie de son anatomie pour la proposer à un petit copain, mais là aussi, cette image s'est retrouvée partout. Donc aujourd'hui, je crois que c'est très important d'enseigner de façon explicite aux enfants, en âge de primaire, 6-7 ans, la différence entre espace intime et espace public. Et dès que les jeunes sont en âge d'aller au collège, dès qu'ils sont en âge d'aller dans les nouveaux réseaux sociaux, de créer une page sur Facebook, enfin vous savez, ces nouveaux espaces de rencontres sur Internet, eh bien, il faut les mettre en garde. Et alors, avec des établissements scolaires, on fait quelque chose qui marche très bien. On propose à des enfants de se fabriquer, à des préados, de se fabriquer une page personnelle qu'ils pourraient mettre sur Internet, dans laquelle ils vont décrire qui ils sont. Alors, on ne la met pas sur Internet, on la fabrique comme si on allait la mettre, mais on ne la met pas. Et puis quand la page est fabriquée, on leur dit, ben voilà, maintenant, tout ce que tu as mis sur cette page personnelle qu'on pourrait mettre sur Internet, tu vas d'abord l'écrire sur un grand papier. On écrit sur un papier. Puis après, on leur dit, maintenant, tu vas aller dans la cour de récréation et tu vas montrer ce grand papier à tout le monde, à tous tes copains. Ah ben alors les jeunes, ils disent, non, non, mais monsieur, madame, c'est pas possible, c'est intime ce que j'ai marqué. Et alors on peut leur dire, mais regarde, tu veux pas le montrer à des copains de la cour de récréation qui sont dans la même école que toi, et tu t'apprêtais à le mettre sur Internet alors que ça allait être vu par des millions de personnes. Et là, avec des petits exercices comme ça, on arrive à faire en sorte que la notion d'intimité, hein, soit intériorisée par ces jeunes chez lesquels les repères sont complètement brouillés. Alors il y a autre chose qui est très important, et là où les parents peuvent aussi avoir une contribution importante, c'est le droit à l'image. Vous savez, on parle beaucoup maintenant
de ton corps t'appartient. Si on te touche et que tu n'es pas content, ben, tu as le droit de te plaindre, etc. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a un droit à l'image que les enfants ont beaucoup de peine à installer, beaucoup de peine à repérer. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont beaucoup photographiés par leur papa, par leur maman, par leurs grands-parents. Hein, et alors, ils en sont très gratifiés. Ils pensent qu'ils sont importants pour leurs parents. C'est pour ça qu'ils sont photographiés. Donc, en principe, ben, ça ne devrait pas poser de problème. Le problème, c'est que quand ces enfants deviennent préadolescents ou adolescents, dès qu'ils vont être photographiés ben, par un inconnu ou par un copain, ils vont penser que c'est parce que cet inconnu ou ses copains les trouvent sympathiques, agréables, etc., un peu comme leurs parents. Et le problème, c'est que là, leur image risque de se retrouver sur Internet, d'être détournée. D'être détournée, comme l'image de cette adolescente qui accepte que sa poitrine soit photographiée par son copain, puis après, la poitrine de l'adolescente se retrouve sur tous les téléphones mobiles de tous les enfants de la classe ou de l'école. Donc, je crois que c'est important aujourd'hui d'élever les enfants avec l'idée que leur image leur appartient, que leur image fait partie de leur intimité, et il y a une bonne manière pour ça. Si vous photographiez votre enfant avec un appareil photographique numérique ou un téléphone mobile, eh bien, vous lui dites que vous l'avez photographié, et après l'avoir photographié, vous lui dites « regarde l'image », vous la lui montrez toujours, et vous lui dites « est-ce que tu veux qu'on la garde ou est-ce que tu veux qu'on la détruise ?» Et je crois que si les enfants grandissaient avec l'idée de toujours dire tu dois me demander mon autorisation quand quelqu'un les photographie. Et puis avec l'idée de toujours dire qu'est-ce que tu vas faire de l'image, eh bien on aurait moins de situations dramatiques comme les situations actuelles où tellement d'adolescentes se font piéger. Elles sont heureuses d'être photographiées par leurs copains et après elles trouvent leurs photos sur Internet. Alors évidemment, ça n'empêcherait pas qu'il y ait des garçons menteurs et discourtois qui mettent l'image quand même sur Internet après avoir promis qu'ils la garderaient pour eux, mais ça serait quand même différent parce que ces adolescentes auraient un recours. Elles pourraient dire qu'elles ont été trahies, qu'on leur a menti, qu'elles ont été trompées. Alors qu'aujourd'hui, quand ça arrive à ces adolescentes, et j'en ai vu quelques-unes, elles n'ont aucun recours parce qu'évidemment, le garçon dit qui ne dit mot consent, elle n'a rien dit. Donc elle n'a pas demandé ce que j'allais faire de l'image, donc elle était d'accord implicitement que je la montre à mes copains, puis si mes copains l'ont mis sur Internet, c'est pas de ma faute, dit le garçon. Et donc du coup, il n'y a aucun recours psychologique, et ces adolescentes après vont très mal. Donc vous voyez, au niveau du désir d'extimité, c'est une très bonne chose, mais en même temps, c'est quelque chose qui nécessite d'être cadré aujourd'hui, parce que les enfants, les adolescents n'ont pas les repères qui leur permettraient à eux tout seuls de construire ces distinctions. Alors la deuxième menace sur l'intimité, c'est le désir d'emprise. Alors ce désir d'emprise qui fait que nous avons envie toujours plus ou moins de contrôler notre environnement, de contrôler les autres. Et ce désir d'emprise, il va se manifester notamment aujourd'hui par beaucoup d'informations qui sont données dans les institutions entre les professionnels et au sujet des usagers. Et on rejoint la question du secret qui a été débattue tout à l'heure. Aujourd'hui, il arrive qu'il y ait dans les dossiers des informations sur des enfants ou sur des adultes, des informations dont on ne sait pas si les enfants ou les adultes les connaissent. Et il arrive même parfois qu'on soit dépositaire d'informations dont on sait que le principal intéressé ne les connaît pas. Il m'est arrivé de recevoir des courriers de collègues me disant prends en charge ce couple, il va très mal, monsieur trompe madame et madame ne le sait pas. Pour un couple, par exemple. Ou alors pour un enfant, cet enfant a besoin d'être pris en psychothérapie, il a des troubles graves de l'apprentissage, il est né par fécondation in vitro, mais ses parents ne lui ont jamais dit je compte sur toi pour le suivre et faire en sorte qu'il aille mieux. C'est-à-dire qu'on vous donne des informations sur les usagers dont vous ne savez pas éventuellement s'ils les savent eux-mêmes, et même dont on vous dit parfois qu'ils ne les savent pas. Ce qui pose un énorme problème, et je crois que dans ces cas-là, il faut évidemment ne jamais suivre en thérapie de telles personnes, pour les gens qui sont thérapeutes, et pour les gens qui sont éducateurs, je crois que ça pose la question de restituer aux usagers ces informations qu'il y a sur eux dans leur dossier. Et le système risque d'être beaucoup aggravé, puisque vous savez peut-être qu'actuellement, l'Académie de médecine demande que toutes les informations collectées sur les enfants petits soient gardées au-delà de 6 ans, alors que la Commission nationale informatique et liberté demande que toutes les infos soient détruites à 6 ans, ce qui est actuellement le cas. L'Académie nationale de médecine demande qu'elles soient conservées pour des études épidémiologiques, donc pour des études sur comparer différents facteurs, pourquoi telle population est malade ou pas, etc. Et le problème, c'est que si toutes les informations sont gardées, on
on risque un jour de voir arriver des adolescents qui auront pu être victimes de sévices sexuels à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, qui l'auront oublié, mais le thérapeute qui les recevra le saura parce que ça sera dans leur dossier. Et le thérapeute ne saura pas si l'intéressé s'en souvient ou s'il l'a complètement enterré au fond de lui et qu'il ne s'en souvient pas. Donc vous voyez, il y a là actuellement un énorme problème qui est le statut du secret dans les institutions. Et je crois qu'il faut toujours se guider sur le fait que le secret au sens médical du terme, le secret médical, doit profiter au patient, doit profiter à l'usager. Le secret ne doit jamais profiter aux professionnels. Alors, il y a un autre problème autour du désir d'emprise, c'est son opposé. C'est-à-dire que souvent, les professionnels se sentent un peu coupables d'organiser trop de choses dans le dos des usagers. Et il y a actuellement des institutions dans lesquelles les professionnels décident, par exemple, de faire les réunions de synthèse sur les usagers en présence des usagers. On dit à un enfant, on va faire la réunion qui te concerne pour voilà, à ton sujet, eh bien donc tu es invité à y venir aussi. Et vous voyez, c'est là un problème de réaction opposée au désir d'emprise, mais assez catastrophique, parce que c'est ne pas reconnaître aux professionnels la possibilité d'avoir des espaces à eux. Or, si vous voulez bien poser l'intimité, il ne faut pas seulement la poser par rapport à l'espace public, il faut la poser par rapport à l'espace privé. Or, les professionnels ont droit à des espaces privés, et les réunions de synthèse des professionnels sur les usagers, ce sont des espaces privés. Ce ne sont pas des espaces publics, mais ce ne sont pas non plus des espaces auxquels le jeune pourrait être invité à participer. Donc, ce sont des espaces pour les professionnels. Donc, c'est très important d'établir ces distinctions, vous voyez, public, privé, intime, parce qu'elles peuvent permettre d'éviter un certain nombre d'écueils. Et puis, il y a un autre problème qui a bien été évoqué tout à l'heure par M. Mananga, c'est la question des informations qu'on va se donner en équipe dans les fameuses réunions de synthèse, mais qui ne seront pas forcément utiles pour la compréhension de l'usager. Et là, il y a quelque chose que j'ai pu observer plusieurs fois, qu'on peut appeler une véritable délectation de l'intime, mais évidemment, l'intimité qui est mise en pâture, on peut dire, c'est l'intimité de l'usager. Et là, il y a une sorte de désir d'emprise qui va se manifester, c'est que beaucoup de professionnels peuvent tout d'un coup vouloir montrer qu'ils en savent plus sur l'usager que les collègues, et donc du coup, il y a une surenchère dans l'exposition des confidences qui ont pu être faites. Et puis alors, il ne faut pas oublier non plus que, puisque M. Mananga a parlé du secret qui peut être confié par un jeune, il ne faut pas oublier non plus que confier un secret à quelqu'un, ce n'est pas seulement établir un lien de complicité, c'est aussi établir une forme d'emprise sur lui. Et je crois qu'il est important que nous disions que les secrets, nous ne nous engageons pas à les garder a priori. Il ne suffit pas que quelqu'un me glisse quelque chose au creux de l'oreille en me disant c'est un secret pour que je doive me sentir tenu de garder le secret. À partir du moment où quelqu'un me confie un secret, ça n'est plus seulement le secret de la personne qui me l'a confié, ça devient aussi mon secret, puisque je suis censé le partager. Or, mes secrets, je les gère à ma façon, et pas forcément à la façon de celui qui me les a confiés. Donc c'est très important de dire très explicitement, parce qu'on rentre dans un monde où il faut que les choses soient très explicites, parce que c'est un monde plein de choses trappées de confusion, idéologique, éthique, etc. Il faut bien préciser toujours que dès qu'on me confie un secret, ça devient le mien et donc je le gère à ma façon. Et dès qu'on nous confie un secret qu'on est d'accord pour garder, il faut s'empresser de dire oui, celui-là, je suis d'accord pour le garder, en effet, mais ça ne veut pas dire que je m'engage toujours à garder les secrets que tu pourrais me confier. Il faut bien toujours être clair là-dessus, parce que derrière la confidence du secret, il y a souvent, encore une fois, le désir de contrôler la personne à qui on glisse dans l'oreille quelque chose de très intime. Alors, en conclusion, moi, ce que je dirais, c'est que pour lutter contre les dérives possibles du désir d'extimité, pour lutter contre les dangers du désir d'emprise, c'est important d'abord de valoriser les désirs opposés. Valoriser le désir d'intimité par rapport au désir d'extimité, mais par rapport au désir d'emprise, valoriser le désir de réciprocité. Je crois que la réciprocité, l'empathie, ce sont des repères importants pour éviter que nos institutions, ou même nos familles,
familles évoluent vers des systèmes d'emprise. Alors pour être simple et concret, il faut toujours se dire, quand on, dans une institution, une famille, comment je vivrais les choses si on m'imposait à moi ce que je suis en train d'imposer à l'autre. C'est ça la réciprocité, c'est ça l'empathie. La meilleure façon pour savoir comment l'autre vit une chose, c'est d'essayer de s'imaginer à sa place. Alors, ce n'est pas toujours facile à faire, hein, d'autant plus que dans les institutions, il y a des barrières bien posées entre les usagers d'un côté et les professionnels de l'autre, mais c'est important de se poser cette question. Ce qui ne veut pas dire qu'on va la résoudre simplement, mais il faut se la poser. Et puis dans les familles, même chose, hein, il faut toujours se demander, mais comment moi je réagirais si on m'imposait cela? Parce que dans beaucoup d'injonctions éducatives de la part des parents, il y a des choses qui sont nécessaires, hein, qui sont socialisantes, qui sont prises en relais par la vie sociale, mais dans toutes les formes d'éducation, il y a aussi des contraintes qui sont liées un peu à l'histoire des parents, à leurs préoccupations du moment et qui ne sont pas forcément indispensables. Et parfois, des enfants protestent contre certaines injonctions éducatives et quand on y réfléchit un peu, des fois, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas tort. Il y a des choses qu'il est nécessaire de leur imposer, mais il y a souvent des choses qu'on leur impose qui ne sont pas vraiment indispensables. Donc, quand on essaye de raisonner en termes d'empathie et de réciprocité, on se rend mieux compte de cette chose-là. Et puis je dirais, pour terminer, qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut beaucoup prendre en compte, c'est la liberté et le désir d'imaginer qu'on fait ce qui est interdit. C'est très important parce qu'on risque trop souvent de confondre l'imaginer et faire. Et la loi existe, hein, la loi interdit de faire un certain nombre de choses. Bon, ça a été rappelé tout à l'heure, par exemple, introduire, fumer dans la chambre du foyer, introduire de l'alcool, c'est des choses interdites. Donc si je dis à un gendarme, j'ai envie d'introduire de l'alcool sur mon lieu de travail et que c'est marqué dans le règlement qu'il ne faut pas, ben, le gendarme va dire non, c'est interdit, d'accord. Mais si je fais la même confidence à un éducateur et s'il me répond non, c'est interdit, ben, à mon avis, l'éducateur se trompe de rôle. À mon avis, le rôle d'un éducateur, le rôle d'un thérapeute, le rôle d'un travailleur familial, c'est de laisser la liberté d'imaginer. De dire, ah ben oui, si on introduisait de l'alcool, ça serait formidable. Oh, on aurait des bons moments, on pourrait boire après ceci, on pourrait boire après cela, la vie serait différente. Oui, mais c'est interdit. C'est-à-dire que vous voyez qu'il est important, quand on n'est pas gendarme ou policier, les gendarmes policiers, leur rôle, c'est de rappeler la loi. Mais quand on est travailleur social ou médico-social, notre rôle, c'est pas de rappeler la loi, c'est de la rappeler en deuxième position. En première position, il faut rappeler le fait que l'être humain, hein, c'est un être de rêverie, d'imagination, et que si on ne se consolait pas de tout ce qui est interdit en imaginant qu'on le fait quand même, eh bien, on aurait tous pété un plomb depuis longtemps. Et l'encouragement à imaginer, l'encouragement à rêver, est d'ailleurs souvent ce qui va rendre la loi acceptable. Parce que si je n'ai pas le droit de rêver à tout ce qui serait bon si telle ou telle loi n'existait pas, eh bien, je vais à un moment ou à un autre courir le risque d'enfreindre la loi, même à la limite sans m'en rendre compte, hein, parce que les psys appellent un passage à l'acte, parce que justement, j'aurais pas pu prendre le temps, hein, d'imaginer, de rêver aux transgressions. Donc, si quelqu'un nous parle de transgression, quelle qu'elle soit, il faut lui dire, ben oui, vous avez bien le droit de l'imaginer, moi aussi, des fois, éventuellement, je l'imagine, mais c'est vrai, la vie serait différente si la loi n'existait pas, mais la loi existe et c'est interdit. Bon, je crois que, vous voyez, la loi il est indispensable de rappeler la loi parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais elle a deux versants. Hein. Elle a un versant du côté de l'interdiction du faire, mais elle a un versant aussi du côté de l'autorisation et même de l'encouragement à rêver et à imaginer. Et vous voyez que là, on rejoint la question de l'intimité puisque mon intimité, c'est aussi mon droit à imaginer que je fais un tas de choses que la loi interdit. Merci. Monsieur Dumoulin, je vous propose de nous rejoindre sur la tribune. Ce n'est pas une table ronde, hein, c'est évidemment des aspects côte à côte, mais pourquoi pas lors des questionnements. Qui veut prendre la parole peut-être tout de suite après Monsieur Tisserand? Madame, on vous amène le micro. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous veniez de dire à l'instant, qu'en tant qu'éducateur, on n'est pas amené à dire tout de suite à un parent ou à un enfant, à retraduire la loi.
Or, dans l'optique à l'aide sociale à l'enfance, si un enfant nous révèle des actes graves, notamment un inceste, on est amené fréquemment de dire à cet enfant, ben effectivement, ton papa ou ton parent n'avait pas le droit de faire ça, la loi l'interdit. Bien sûr, mais là vous évoquez un acte accompli, pas un acte imaginé, rêvé. Alors, chez l'enfant, souvent, on arrive à bien faire la différence. Un enfant qui a été victime d'abus sexuels réels ou qui imagine un rapprochement sexuel avec un parent ne dessine pas de la même manière. J'avais fait un travail aussi par rapport à tous les dessins hyper violents d'enfants de 7, 8, 9 ans comparés à des enfants, aux dessins d'enfants qui avaient vécu des périodes de guerre. C'est pas les mêmes dessins, c'est pas la même manière d'en parler. En revanche, les choses se compliquent beaucoup souvent chez l'adulte, chez lequel c'est parfois difficile de faire la différence entre des choses qu'il a pu imaginer et des choses qu'il a pu vivre pour de vrai, parce que le souvenir a tellement, vous voyez, comme les cailloux qui sont roulés par la mer et qui finissent par... Ils étaient carrés à l'origine, ils deviennent finalement ronds. Hein, et donc, du coup, chez l'adulte, le souvenir a été tellement remanié que souvent, c'est difficile. Mais il faut toujours garder l'idée que qu'une chose racontée peut être de l'ordre du fantasme ou de l'ordre de la réalité. Il ne faut jamais se dépêcher trop vite de trancher. La grosse erreur qu'ont fait les analystes pendant si longtemps, de penser toujours que c'est du fantasme, alors qu'il faut toujours garder la porte ouverte. Pour les enfants, on arrive à peu près à faire la distinction. Alors si un enfant a été victime de sévices sexuels, ben, vous savez que la loi oblige en effet, si les sévices continuent, hein, je parle sous contrôle de monsieur, je crois que si les sévices ne continuent pas, si on s'assure que les sévices sont arrêtés, on n'est pas tenu par la loi de les dénoncer, mais si les sévices sont censés continuer, on est tenu par la loi de dénoncer. C'est pour ça que maintenant, toute thérapie d'enfant doit commencer par une phrase qui est changée. Avant, on disait à un enfant, tout ce que tu diras ici restera entre nous. Maintenant, on est obligé de dire à un enfant, tout ce que tu diras ici restera entre nous, sauf si tu racontes des choses qui te menacent, qui atteintent à toi, à ton intégrité. Et ce qui est très problématique, parce qu'il arrive maintenant qu'on fasse des thérapies d'enfants longues avec des enfants victimes de sévices sexuels qui ne vont jamais en parler, parce qu'ils n'ont pas envie d'envoyer leur père ou leur oncle en prison, parce qu'ils ont bien compris que s'ils en parlaient, hop, le thérapeute en parlerait. Donc, si vous voulez, une nouvelle situation, nouveau problème. Hein. Donc, vous confirmez par rapport à la loi, par rapport à garder ou ne pas garder la parole de l'enfant? Tout à fait, oui, tout à fait. Lorsque les sévices sont encore en cours, là, il y a obligation, bien entendu, surtout pour les mineurs des 15 ans. Et lorsque les sévices ont cessé depuis un certain temps, il n'y a pas d'obligation, mais c'est une possibilité. Enfin, je veux dire par là que les travailleurs sociaux disposent toujours de cette possibilité de pouvoir, comment dirais-je, dénoncer les faits. Mais en même temps, l'enfant dispose toujours aussi de la possibilité, comment dirais-je, de porter l'affaire devant les juges, hein, sachant que cet enfant a cette possibilité, même après ses 18 ans, pendant 10 ans, hein, jusqu'à ses 28 ans, je veux dire, hein, les fameux délais de prescription. Merci. Qui veut la parole? Moi, j'ai une question au sujet des comptes rendus professionnels, donc comptes rendus éducatifs, comptes rendus... Non, c'est pour ça. Ah oui, ah bon. Alors, bref, comptes rendus psychologiques. Alors, est-ce que ça fait partie de la sphère privée professionnelle, auquel cas, oh là là, c'est clair, ou est-ce qu'il y a quelque chose de ces comptes rendus à partager avec la personne dont on parle, l'enfant, le jeune, enfin l'adulte, et comment transmettre ce qu'il y a dans ces comptes rendus, enfin voilà, quelle est la part qui revient au professionnel, s'il y en a une, et quelle est la part qui revient au patient ou à l'usager? C'est un peu à négocier au coup par coup, mais l'important, c'est de toujours bien se poser la question. C'est-à-dire, toutes les fois où on fait une réunion sur un usager, il faut se prendre un temps à la fin de la réunion pour se dire, un, qu'est-ce qu'on va lui restituer? Deux, qui va le lui restituer?
Parce que des fois, c'est la directrice ou le directeur, des fois, c'est le psychologue, des fois, c'est l'éducateur. Ça dépend de ce qu'on décide de restituer. Des fois, c'est plusieurs personnes. Mais je crois que maintenant, il faut toujours se poser cette question à la fin de chaque réunion. Toujours prévenir les jeunes qu'on fait une réunion à leur sujet, jamais les laisser dans l'ignorance, et toujours décider de quoi leur restituer et qui va le faire. Et par rapport aux parents d'un jeune, c'est la même chose. Le restituer à lui tout seul une certaine chose, mais aussi à ses parents et puis à eux ensemble. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué qu'avant où on ne se posait pas cette question, mais en même temps, ça établit des liens de confiance qui sont extrêmement salutaires au travail. Si on étend ça, on va être ensuite 10 secondes. Mais, donc, par rapport à l'accès au dossier médical aujourd'hui, normalement, le patient demande un accès, enfin les patients, les représentants des associations de patients demandent l'accès au dossier médical. Et sont très mécontents quand il n'y a rien dans l'accès dans le dossier. Même si on a édulcoré des choses qui sont très désagréables à lire ou à entendre. On revendique aujourd'hui le droit à l'information. Oui. Depuis la loi Kouchner, les patients ont en principe le droit, je dis en principe, parce qu'ils ont le droit, disons, d'après la loi, d'avoir accès à leur dossier. En pratique, ce qui se fait assez souvent, et d'ailleurs qui est encouragé par les administrations hospitalières, c'est le double dossier. C'est-à-dire il y a une partie du dossier qui est communicable, il y a une partie du dossier qui est non communicable. Et ce qui se fait aussi parfois, c'est l'inscription sur papier en tête de l'institution, c'est ce qui est communicable, et l'inscription sur papier libre, c'est ce qui est non communicable. Donc, avec l'aval du Conseil de l'Ordre, il y a un certain nombre de procédures qui ont été mises en route pour que les médecins ou les travailleurs sociaux gardent l'emprise sur le diagnostic ou sur des connaissances qu'ils peuvent décider de ne pas porter à la connaissance de la personne directement intéressée. Mais ce qui est quand même très bien dans cette loi, c'est que du coup, tout le monde est quand même invité à être beaucoup plus, à se poser beaucoup plus la question de l'empathie et de la réciprocité dès qu'il commence à écrire quelque chose. C'est-à-dire avant, on voyait des choses horribles dans les dossiers, des gens qui manifestement écrivaient sans aucune empathie pour les patients. Donc maintenant, c'est plus possible. On se pose quand même toujours au moins la question. Donc sur le plan psychologique aussi, la loi a eu un effet important, c'est d'inviter le médecin, le travailleur social, l'éducateur, à se mettre à la place de l'usager ou du parent de l'usager, si celui-ci venait à lire ce qu'il a écrit. Donc ça, c'est très bien. Monsieur Dumoulin ? Oui, c'est au cas par cas aussi. Tous ces écrits sont très importants, mais ils doivent être rédigés en collégialité, je crois. Vraiment. Il veut la parole. Pour eux, monsieur. Oui, donc moi, il y a une question autour du secret. Donc, si j'ai bien compris, vous avez indiqué que le secret ne doit profiter qu'à l'usager. Et je me dis, mais comment avancer avec ça Ou la réponse serait-elle rester en quelque sorte disponible pour pouvoir répondre, en fait, à un moment donné, à l'usager par rapport, en fait, à un secret dont je serais détenteur? Oui. Moi, ce que je peux vous dire déjà, c'est comment moi je m'accommode de ça. C'est-à-dire que je reçois pas mal de familles. Alors il y a des dossiers dans une institution, donc on met le dossier. Le dossier, il est plein d'informations c'est des familles d'adolescents, plein d'informations sur l'adolescent, sur la famille. La première chose que je fais, je lis pas le dossier. Je reçois la famille en disant voilà, regardez, j'ai un dossier. Bon, des fois il est petit, des fois il est gros, mais je l'ai pas lu. Donc vous allez m'expliquer chacun à tour de rôle un peu qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Parce que je crois que c'est important de donner à chaque fois aux gens qui viennent voir un travailleur social ou un psy ou un médecin, leur donner chaque fois une nouvelle chance, la possibilité de voir les choses autrement. Et la meilleure manière de voir les choses autrement, c'est encore de trouver un interlocuteur qui les écoute. Si des parents essayent de se faire passer pour des bons parents alors qu'ils ont un dossier dans lequel ils sont réputés maltraitants, vous allez avoir les yeux de quelqu'un qui ne les croit pas, si vous avez regardé le dossier avant. Or, ça peut être important pour eux de valoriser quand même des choses positives et d'essayer de se voir autrement à travers le regard que vous portez sur eux. Première chose que je fais, donc je leur dis, voilà, j'ai le dossier, je ne l'ai pas lu, expliquez-moi. Puis après, quand ils m'ont expliqué, je leur dis, écoutez, je vais quand même jeter un coup d'œil au dossier, et si je vois des choses dont ils n'ont pas parlé, je les essaye de les évoquer le plus discrètement possible, pour voir un peu. Mais souvent, les gens me les confirment. C'est jamais arrivé qu'ils me disent, ça, on ne savait pas.
Bon, mais ça pourrait arriver. Mais je crois en tout cas que c'est important de réduire le clivage entre le contenu des dossiers et les usagers. Parce que sinon, on finira, tout le monde finira par voir les usagers pareils, parce que ça sera la vision imposée par le dossier, ce qui serait une catastrophe. On ne verrait plus des humains, on verrait les phrases du dossier écrites sur leur front quand on les recevrait. Je crois vraiment qu'il y a la question qui se pose, c'est vraiment la question de l'accompagnement aussi à la lecture du dossier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus donner un accès ou balancer un accès à un dossier sans en même temps le commenter avec la personne et recueillir ce qu'elle dit, ce qu'elle en pense et peut-être corriger aussi derrière. Ça n'a pas non plus une valeur de pérennité, c'est pas gravé dans le marbre et pour toujours. Tout peut toujours évoluer et c'est important de recueillir la parole de l'usager là-dessus. Qui veut la parole? Il faut partir de l'idée que même les parents, par exemple, qui sont réputés maltraitants, ils ont une capacité d'évolution qui est aussi liée à leur vie personnelle, qui nous échappe complètement. Et si on a une idée trop précise de ce qu'ils sont, eh bien, on va les figer dans cette idée. Alors ça, les psychanalystes n'ont pas eu que des bonnes idées, mais ils ont eu une bonne idée quand même. C'est qu'à chaque fois, il fallait aborder le patient comme si on ne connaissait rien de lui. Alors que ça dure très longtemps, on voit le patient souvent, mais quand même, les grands psychanalystes disaient à chaque fois, il faut essayer d'oublier tout ce qu'il nous a dit avant pour s'intéresser uniquement à ce qu'il nous dit. Ça, c'était une bonne idée. C'est-à-dire de toujours laisser la possibilité aux gens de se construire autrement, et de se construire autrement dans l'interaction avec nous, et en voyant dans notre regard qu'on est prêt à les croire et à leur faire confiance. Ça, si on a toujours en mémoire ce qu'il y a dans le dossier, on ne verra plus que ça. Mademoiselle ? Oui, en fait, c'était par rapport au désir d'emprise tout à l'heure, quand vous parliez sur les informations qui sont contenues dans le dossier et qu'il ne faut pas forcément systématiquement les rappeler aux usagers. Et en fait, il y a des fois où, entre guillemets, on le fait on est un peu obligé de le faire. Je pensais par exemple à des jeunes qui sont sous l'ordonnance 45 et où il y a des filles qui sont dans leur dossier et qui, malheureusement, on est... entre guillemets, obligé de les relater, de leur faire rappeler constamment parce que justement, c'est des jeunes qui sont en foyer mais qui doivent passer en urgence ou des choses comme ça. Et donc, ces faits-là, c'est pas pour avoir une emprise sur eux, mais on n'a pas forcément le choix de leur rappeler constamment, en fait. Oui, mais je crois que, si vous voulez, là, il y a une manière de présenter les choses. Mais enfin, si vous voulez, essayez toujours de penser ces situations par rapport au principe de réciprocité. Dire comment moi, j'aimerais, si dans cette situation... Alors, il ne faut pas croire qu'on y est, on n'y est pas. Mais disons, ça aide quand même un peu. Mais dès qu'on adopte toujours le point de vue de son statut, on est perdu dans la relation avec les usagers. Il faut toujours se positionner comme pouvant être à leur place, ce qui peut d'ailleurs nous arriver. On peut tous avoir un accident ou une maladie, être hospitalisé et puis pleurnicher auprès du médecin pour voir ce qu'on a et puis il ne nous le dira pas. Ou le contraire, il nous le dira tellement brutalement qu'il aurait mieux valu qu'il attende un peu. Donc c'est là, on est tous menacés par ce genre de situation. Mais je crois que c'est important de se poser la question en tant que professionnel de la manière dont on préférerait, on aimerait que certaines choses nous soient présentées quand nous, on est de l'autre côté. C'est vraiment, vous voyez, principe de réciprocité, l'empathie. Et l'empathie, ça a été bien dit tout à l'heure, ça passe pas à travers le corps. Et c'est important aussi voilà, d'avoir pas trop de distance avec les usagers, pas mettre un bureau de 2 mètres et demi entre eux et nous, etc. Quand j'ai pas le temps, quand j'ai 4 rendez-vous qui doivent se suivre, quand il faudrait 3 quarts d'heure et que j'ai 1 quart d'heure, quand je suis moi-même énervé parce que à la maison ça s'est mal passé il y a une demi-heure quand je suis parti, parce que, etc. Je crois que c'est pas tellement le temps. C'est pas tellement le temps. Je crois que c'est plus l'atmosphère institutionnelle. Si vous arrivez à mobiliser dans l'institution où vous êtes ce mode de fonctionnement, eh bien, ça passera beaucoup mieux de chaque membre de l'institution aux usagers. Je crois que c'est beaucoup plus en termes d'atmosphère institutionnelle. Je pense que dans les institutions, il faudrait aussi instaurer plus de proximité. Il faudrait, moi, j'encourage toujours les institutions à fêter tous les anniversaires, toutes les occasions possibles et imaginables, faire des pots, boire ensemble, c'est-à-dire favoriser une proximité. Alcool ou pas alcool?
Comment? Alcool ou pas alcool? Seulement le vin et la bière. Faut-il encore regarder le règlement intérieur? Je ne supporte pas cette mère de famille, je ne supporte pas cet enfant, je ne supporte pas, etc. Je n'ai pas le contact et manque de chance. Il est dans mon équipe, il est dans ma maisonnée, il est à mon étage. Que faire? Vous savez, je travaille dans une institution, il n'y a pas moins de problèmes que dans les autres, mais on essaye d'en parler au fur et à mesure. Et notamment d'en parler en réunion d'équipe. Parce que si vous voulez, on s'aperçoit bien que les institutions sont organisées de telle façon que les problèmes qui existent entre les professionnels retombent toujours sur la tête des usagers. C'est comme une pyramide, et tout en bas de la pyramide, vous avez l'usager, et quand il y a un problème dans l'institution, ça leur tombe toujours dessus. Donc il faut essayer de prévenir constamment les problèmes qu'il y a dans l'institution et de les débattre. Alors, je ne vous l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais à mon avis, pour éviter que ces fameuses réunions dites de synthèse tournent à la délectation de l'intime, il faudrait qu'il y ait régulièrement dans toutes les institutions des réunions dans lesquelles il y ait quelqu'un d'extérieur, d'invité, qui se porte garant du fait que les propos tenus sur les uns ou les autres soient des propos corrects, et également qui se porte garant du fait que tout peut être dit entre les usagers d'une institution. Dans le cadre de ces réunions, ils peuvent se dire des choses, mais de telle façon que ça n'implique pas de sanctions hiérarchiques éventuelles. Et pour ça, ce qui est bien à mon avis, c'est qu'il y ait dans toutes les institutions des réunions des professionnels, mais auxquelles la hiérarchie n'assiste pas, et qui soient animées par d'autres professionnels extérieurs à l'institution. Je pense qu'il faut établir comme ça, vous voyez, des garde-fous, des cadres, pour que la parole circule, mais d'une manière telle que les professionnels ne se sentent pas menacés par ce qu'ils pourraient dire par le directeur ou le médecin-chef qui serait là et qui pourrait éventuellement en prendre ombrage ou penser que c'est pas bien de faire ce qui est fait. Il faut moins qu'il y ait des espaces de parole. Si on ne parle pas de ce qui est fait, si chacun ne parle pas de ce qu'il fait dans une institution, c'est là qu'il y a un vrai problème, c'est là qu'il risque d'y avoir quelque chose qui dépasse tout d'un coup le cadre de ce qui est possible, le cadre de ce qui est acceptable, tolérable dans le rapport à l'usager. Non, parce qu'on fait des professions à haut risque, et la meilleure manière de se protéger du risque de faire des choses nuisibles, enfin hors la loi, en tout cas nuisibles psychiquement, la seule façon de s'en protéger, c'est d'organiser des espaces de rêverie, des espaces de libre-échange où les propos n'engagent que les désirs des uns et des autres et n'engagent pas des décisions hiérarchiques ou des sanctions hiérarchiques si les propos tenus ne correspondent pas à ce qui est attendu. On a l'impression que vous avez envie de soit dire d'accord, soit en rajouter. Tout à fait d'accord. Ces réunions institutionnelles sont très importantes, mais ne doivent pas impliquer la hiérarchie, à part quand il y a des phénomènes d'emprise. Et c'est la menace que, en fait, l'institution représente aussi une famille et représente les dysfonctionnements familiaux au même titre. Voilà. Donc il faudrait des garants pour les institutions comme il en existe pour les familles. Les médiateurs institutionnels. Qui veut médiateurs institutionnels comme les médiateurs familiaux. Dans la salle d'à côté, si vous avez des idées de questions, vous avez les papiers, n'hésitez pas. Je voudrais reprendre les propos de M. Tisseron. Vous parlez d'une nécessité d'intérioriser cette notion d'intimité, d'en développer une conscience. Alors dans ce phénomène, je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit bien d'une appropriation par le sujet d'une part de lui-même? Est-ce qu'on est dans le champ de l'éducatif? Est-ce que c'est un enjeu de l'éducation actuellement? Ou est-ce qu'on est déjà dans quelque chose qui parle de la société, de la citoyenneté, et qu'on dépasse le cadre de l'éducation? Je voulais avoir votre avis. Ça tombe dans le cadre éducatif, mais c'est évidemment une éducation citoyenne, bien sûr. C'est pour ça que la CNIL s'en mêle aujourd'hui, en disant il faut absolument que chacun prenne conscience du fait qu'il se nuit à lui-même en tenant des propos intimes sur Internet. Donc ça montre bien qu'il y a une dimension citoyenne. Mais il y a d'abord, pour nous,
qui avons affaire à des jeunes une dimension éducative, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que la distinction intime, public, privé soit posée de manière explicite. Elle ne fonctionne plus de manière implicite. D'ailleurs, de façon générale, c'est un gros défi aujourd'hui à toutes les institutions, y compris les institutions scolaires qui s'occupent des jeunes, c'est que ces institutions, c'est-à-dire les gens qui y travaillent, les enseignants, les éducateurs, les pédagogues, s'étaient habitués à fonctionner sur un certain nombre d'implicites. Bon, on lève le doigt avant de parler, on ne quitte pas la classe pendant que le prof est en train de parler au milieu d'une de ses phrases et sans rien dire, et ainsi de suite. Les enseignants s'étaient habitués, ou les éducateurs, à fonctionner autour de l'implicite. Actuellement, il n'y a plus, il faut partir de l'idée qu'il n'y a plus d'implicite. Il n'y a plus de base implicite. Tout doit être explicite. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une période où les repères culturels sont bouleversés de tous les côtés. Je vais évoquer la télé-réalité, mais beaucoup de programmes de télévision. Vous avez des repères japonais dans certains dessins animés japonais qui ne sont pas les mêmes que les repères occidentaux, etc. Donc les jeunes aujourd'hui grandissent dans un melting pot de repères où finalement ils ont l'impression que tout est possible à condition d'essayer. Donc c'est très important que les repères soient explicite, et concernant intime, public, privé, c'est très important de poser ces repères de manière explicite pour les enfants des primaires. Je pense qu'il faudrait faire des cours d'éducation citoyenne, quelques cours dans l'année, aux primaires pour l'expliquer ces distinctions. D'autant plus que ceux qui vont sur Internet, d'ailleurs trop tôt, souvent ils y vont trop tôt, vont être confrontés à plus de brouillage encore, puisque sur Internet, vous voyez énormément de fragments d'intimité qui se passe pour de la vie publique, alors que c'est quand même de la vie intime. Alors il faut le faire de façon explicite. Comment, enfin, on sort un peu, enfin, pourquoi le succès de la presse people aujourd'hui? Est-ce que quelque part ça répond à une société qui est en mal de recherche et qui veut de la presse people? Pourquoi on veut tout savoir de Clara et Nicolas, de Dati et je sais pas qui pourquoi on a besoin systématiquement de tout montrer et de tout savoir? Bon. Ça a été moins vrai il y a une paire d'années. Oui, c'est pas nouveau. Il y avait France Dimanche ici Paris quand j'étais enfant. Il n'y avait que 2 titres à ce moment-là. Il n'y avait que 2 titres qui avaient des chiffres de vente d'ailleurs formidables. Alors, ce qui a quand même changé les choses, c'est Internet. C'est-à-dire que le désir d'extimité a toujours existé, mais il était limité à la petite sphère des gens avec lesquels je pouvais communiquer directement. Et puis, bon, pour les people, quelques titres, en effet. Alors, ce qui change aujourd'hui, c'est chacun peut exposer son intimité à la planète entière, comme il veut, comme il veut. Vous pouvez mettre des textes ultra intimes sur Internet, ça sera joignable par tout le monde, ou vous photographier nu et vous mettre sur Internet, ça sera joignable par tout le monde. Et donc, du coup, si vous voulez, la liberté donnée à chacun de se montrer a, à mon avis, encore accru le désir de voir les autres. Je peux me montrer, je me montre, mais j'ai envie aussi de voir les autres. C'est donnant-donnant. Et donc, ça se traduit notamment par une demande encore plus importante de confidences intimes de personnalités. Ceci dit, il faut savoir que la plupart des confidences intimes des personnalités sont des fausses confidences intimes. Il y a énormément d'intimité inventée dans la presse people. Et bon, c'est qui le père de Rachid? C'est qui le père de l'enfant alors? Vous le savez, vous? Oui, mais elle m'a fait promettre de ne pas le dire. Et alors pourquoi vous gardez ce secret-là? Non, je ne sais pas, vous pensez bien. Je crois aussi qu'une opinion, ça se fabrique. Et quand on voit la concentration aujourd'hui des médias autour de mêmes propriétaires, peut-être qu'il est plus intéressant de faire aujourd'hui réagir la population sur des questions d'apparence mineure ou finalement très intimes, plutôt que de traiter de questions qui sont plus sérieuses et peut-être plus conflictuelles aussi. Mais il y a gourmandise du public, quoi. Enfin, mais on peut-être pas... On peut peut-être revenir à vos propos et à vos questions d'éducateurs et oui, encore un petit mot par rapport à la presse people. Il faut bien expliquer aux enfants que c'est une intimité inventée. C'est pas une vraie intimité. Même chose pour les vidéos pornographiques sur YouPorn ou sur Internet en général. C'est de la pornographie falsifiée. C'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui vont sur Internet, qui feuillettent des images de la presse people, ont tendance à croire que c'est vrai. Donc, il
faut bien leur expliquer que actuellement, si vous voulez, il y a un nouveau... on vit dans un régime de falsification généralisée. Hein. La médiatisation à outrance n'est pas une façon de tout savoir. C'est une façon d'être constamment confronté à des fables. C'est ça la réalité. Nous sommes constamment confrontés à des fables de la sexualité sur Internet, des fables de la vie quotidienne de tel ou tel personnage politique ou de tel ou tel acteur, etc. Tout ça, c'est des fables. Ces gens-là contrôlent leur image avec un soin, une énergie et des moyens financiers, des moyens humains que vous n'imaginez pas. Donc tout ça, ce sont des fables. Et si vous voulez apprendre la distinction intime-public, c'est aussi expliquer que les people, ils sont pas bêtes. Ce qu'ils balancent dans le domaine public comme étant leur intimité, c'est pas leur vraie intimité. C'est leur manière à eux de protéger leur vraie intimité. Donc que les jeunes ne croient pas qu'ils vont faire comme les people et qu'ils vont se montrer à poil ou raconter leur vraie intimité parce qu'ils tomberaient dans le piège. Ils croiraient qu'ils font comme les politiques ou les acteurs et actrices de cinéma alors qu'ils feraient justement ce qu'eux ne font pas, c'est-à-dire protéger leur intimité. La télévision ne raconte pas la réalité, elle la reconstruit. Oui, et Internet encore plus. Actuellement, on est rentré dans... Si vous allez sur Internet, il est devenu impossible de décider si ce qu'on voit est vrai ou faux, si c'est de l'ordre de la falsification, du trucage numérique, ou bien si c'est de l'ordre du document authentique. On vit dans un régime où c'est plus décidable. Donc ça, il faut bien l'expliquer aux enfants, parce que sinon, ils sont tentés de faire comme les grands, c'est-à-dire de surexposer, d'exposer leur image, leur confidence, etc. Donc bien leur expliquer que c'est, encore une fois, des fables et des rideaux de fumée pour nous faire, par lesquels ces gens-là protègent leur vraie intimité. Qui veut la parole? On a fini depuis 30 secondes, donc on peut poursuivre un peu si vous le souhaitez. Madame Labaz, de ce que vous avez dit, qu'aimeriez-vous qu'on retienne? Je vous ai posé la question en début d'après-midi, je vous la repose en fin d'après-midi, de ce qu'on s'est dit, plutôt, pas seulement vous, de ce qu'on s'est dit cet après-midi. Eh bien que la construction... Vous pouvez réfléchir les trois autres, hein, je vais vous poser la question. Que la construction de l'intimité chez l'enfant, c'est d'abord le respect de ses besoins et que tous, parents, professionnels, nous nous accordions bien pour savoir quels sont les besoins de l'enfant, à savoir que ces besoins, ils varient selon d'un enfant à l'autre. Ce qui peut être supporté par un enfant ne peut pas l'être par l'autre. Donc s'entendre bien sur cette notion de respect du besoin. Monsieur Dumoulin. Qu'il nous faut se donner le courage de penser et de réfléchir. Je crois que c'est quelque chose qui, justement, peut-être aujourd'hui n'est plus trop incité et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Il faut réapprendre à penser et il faut réapprendre à débattre aussi avec les autres. Monsieur Tisserand. Oui, une menace importante sur l'intimité de chacun, vous voyez, c'est le désir d'emprise et que la meilleure manière de s'opposer au désir d'emprise, c'est de développer l'empathie et la réciprocité. M. Malanga, par rapport à la loi peut-être ou autre? Donc je répète ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est vrai que l'intimité c'est un droit, c'est indéniable, mais il ne faut surtout pas avoir peur, nous en tant que travailleurs sociaux, peut-être parfois d'aller au-delà de la loi et d'empiéter peut-être sur l'intimité des enfants qu'on accueille lorsqu'on a l'intime conviction que leur vie, ou en tout cas leur éducation, leur santé sont menacées et compromises. Et puis le juge pourra, comment dirais-je, apprécier les cas échéants en connaissance des faits qui lui seront apportés. Monsieur Tisserand, une institution qui se pose comme ça une question d'intimité, qui pose tant de questions à la fois aux professionnels, aux usagers, aux parents, etc. Gonflés ou pas gonflés, comment ils se sont appropriés le sujet pendant toute l'après-midi, gonflés, pas gonflés, est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils osent se poser des bonnes questions qui peuvent leur revenir dans la figure à travers des réponses qui ne sont pas des oui ou des non, à travers des changements de comportement qui peuvent affecter ceux qui ne sont peut-être pas prêts, qui peuvent changer les relations entre eux, entre les usagers, qui peuvent tout bousculer, même la géographie des lieux par rapport à l'intimité des portes des toilettes, des douches, etc.
Moi, je trouve que c'est formidable d'avoir pu traiter de ce thème de l'intimité. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, et encore aujourd'hui dans d'autres endroits, dès qu'on dit on va parler de l'intimité, de l'intime dans les institutions et tout, souvent il y a une levée de bouclier, des gens qui disent non, l'intimité, c'est un sujet sulfureux, le sexe et tout ça, on ne va pas en parler. Donc déjà, bravo d'avoir osé aborder ce sujet, et puis bravo de l'avoir aussi bien préparé en amont, parce que tout ce que je disais sur l'intimité, familiariser l'enfant avec l'idée de l'intimité, ça a été fait remarquablement. Les dessins à l'entrée, ce qu'on a vu ce matin, voilà. Donc je crois que autour de l'intimité, finalement, on a pu se rendre compte aujourd'hui qu'on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire que la meilleure manière pour que mon intimité soit respectée, c'est encore que je respecte celle d'autrui. Et puis je crois qu'on a tous pu s'apercevoir aussi du fait que le monde qui se construit nous paraît parfois étrange et angoissant, mais que nous en sommes des acteurs et que, ma foi, il ne se construit pas sans nous, et qu'il faut constamment que nous le rappelions à nous-mêmes et que nous le rappelions aux autres, voilà, notamment aux politiques ou aux institutionnels. Quel tabou n'est pas encore tombé ? Alors le mot tabou, je l'aime pas beaucoup parce qu'il fait beaucoup référence à la sphère religieuse. Un tabou, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, qui est bien codifié, qui est de l'ordre de l'initiation. Il y a les initiés qui y ont accès, les pas initiés, etc. Mais alors, il faudrait trouver un autre mot. Moi, comment on pourrait dire, quel problème grave aujourd'hui on n'arrive pas à aborder. Il y a un problème grave qu'on a de la peine à aborder, c'est le problème de la mort. Je veux dire, là, il reste encore très présent. Et je dirais, en deçà de la mort, le problème du corps. Je pense qu'on est dans une société, et c'est pour ça que j'étais très content, ce que dit Madame là-bas. C'est vrai que si on n'y prend pas garde, les nouveaux moyens d'information et de communication, Internet et tout ça, le téléphone mobile, etc., ça va nous encourager, à notre insu, à avoir moins de relations de proximité physique et plus de relations à distance. Or, ça a été bien dit, la relation physique, les bisous, le fait de câliner, de prendre sur ses genoux, tout ça c'est très très important pour que les enfants grandissent en ayant du plaisir à vivre. Parce que sinon, ils peuvent passer beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, et puis les parents ont l'impression que pendant ce temps-là, ils s'amusent, et puis que c'est bien, mais à la préadolescence ou à l'adolescence, ça peut donner des jeunes complètement désespérés, et qui peuvent d'ailleurs facilement attenter à leur intégrité corporelle, parce qu'ils n'ont pas vraiment investi leur corps et la relation physique. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment autour du corps, autour de toutes les activités corporelles, Madame Laban en a évoqué quelques-unes, mais toutes les manifestations de tendresse, on dit des choses, si vous aimez votre enfant, dites-le lui. Mais oui, c'est important de lui dire. C'est important aussi de le faire monter sur ses genoux, de le câliner, etc. Bon, dans la limite de son âge, évidemment. Il ne faut pas que ça soit ambigu. Mais je crois que c'est très important, en tout cas, de ne pas avoir peur du contact rapproché, parce que sinon, on va vers une société où des jeunes seront de plus en plus déprimés ou de plus en plus suicidaires, et on sera démunis, et on risque de ne pas comprendre pourquoi, alors que la solution, elle est dans un corps à corps qui ne sera pas fait de manière suffisamment intense, rassurante, et empathique. Monsieur Tisseron, je vous remercie.